Je vais vous lire le mythe d'Arachné issu du livre Ovide, Persée et autres métamorphoses. Donc Arachné, c'est à l'origine une jeune femme qui a excellé dans l'art de tisser, qui a été punie par la déesse Athéna et qui a dû être changée en araignée. Et d'ailleurs, on retrouve la racine du mot arachné dans la race des arachnides, donc des araignées. Arachné. Arachné n'était illustre ni par sa patrie ni par ses aïeux. Elle devait tout à son art. Né à Colophon, Idmon, son père, humble artisan, teignait les laines avec la pourpre extraite des coquillages. Sa mère, née dans une famille très modeste, comme son époux n'était plus. Cependant, malgré son origine, et quoiqu'elle habitât la petite ville d'Hypépa, Arachné, par son travail, s'était fait un nom célèbre dans toutes les villes de la Lydie. Souvent, les nymphes du Tmol descendaient de leurs verts coteaux. Souvent, les nymphes du Pactole sortaient de leurs grottes humides pour admirer son art et ses travaux. Elles adoraient regarder les chefs-d'œuvre qu'elle avait terminés, mais aussi les trames que sa main préparait avec encore plus de grâce et de légèreté. Soit qu'elle trace à l'aiguille les premiers traits, soit qu'elle dévide la laine en pelotes arrondies, soit que, délicatement tirés, de longs fils s'étendent imitant par leur blancheur et leur finesse des flocons légers, soit que le fuseau roule sous ses doigts fins, soit, enfin, que l'aiguille dessine ou peigne sur sa trame, on croirait voir en elle l'élève de Minerve. Minerve, c'est Anéda. Mais Arachné refuse cet éloge. Elle ne peut supporter qu'on lui donne un professeur, même une immortelle. Que la déesse ose me disputer le prix, disait-elle. Si je suis vaincue, j'accepterai tout ce qu'on voudra. Furieuse, Minerve prend les traits d'une vieille femme. Quelques faux cheveux blancs couvrent son front, et elle avance toute courbée par l'âge, appuyée sur un bâton. Elle aborde Arachné et lui tient ce discours. On a tort de mépriser les vieillards. L'expérience est le fruit de longues années. Écoute mes conseils. Tu peux certes avoir l'ambition d'exceller parmi les mortels dans ton art, mais crois-moi, il vaut mieux t'effacer devant une déesse. Supplie la déesse d'oublier ton orgueil téméraire et tes paroles prétentieuses. Elle pourra te pardonner. Arachné jette sur elle un regard irrité. Elle quitte l'ouvrage qu'elle a commencé et a du mal à retenir sa main, prête à gifler. La colère se lit sur son visage. Vieille folle, dit-elle à la déesse, qu'elle ne reconnaît pas. Le poids de l'âge qui courbe ton corps a affaibli aussi ta raison. Quel malheur pour toi d'avoir vécu si longtemps. Va faire la leçon à ta fille ou à ta bru, si tu as une fille, si tu as une bru. Je sais me conseiller moi-même. Sache que tes paroles n'ont pas eu le moindre effet. Je n'ai pas changé d'avis. Pourquoi Minerve refuse-t-elle d'accepter mon défi? Pourquoi ne vient-elle pas ici, elle-même, me disputer le premier prix? Elle est venue, s'écrie la déesse, qui aussitôt abandonne ses traits de vieille femme et se montre dans toute sa puissance divine. Les nymphes la saluent. Les femmes de Lydie s'inclinent avec respect devant elle. Arachné seule n'est pas émue. Elle rougit pourtant. Un éclat subit a coloré involontairement ses traits et s'est bientôt évanoui, comme le ciel qui se teinte de pourpre au lever de l'aurore et qu'on voit blanchir au premier rayon du soleil. Emportée par son désir insensé de gloire, elle persiste dans son entreprise et court à sa ruine. La fille de Jupiter accepte le défi. Elle renonce à donner des conseils inutiles et s'apprête à disputer le prix. Aussitôt, Arachné et Minerve se placent l'une face à l'autre. Elles étendent les fils de chaîne de leur toile et les fixent au métier. Un roseau sépare les fils. Entre les fils glisse la navette agile. Les dents du peigne les rassemblent, les frappent et les resserrent. Les deux rivales se hâtent. Elles ont attaché les pans de leur robe à leur ceinture, elles accélèrent les mouvements de leurs bras, et le désir de vaincre leur fait oublier la fatigue du travail. Pour leur riche tissu, elles emploient les couleurs venues de Tyr. Elles mélangent et varient avec un grand art leurs subtiles nuances, telles les couleurs de l'arc-en-ciel, que les rayons du soleil forment dans un ciel orageux. Elles brillent, mais l'œil n'en peut saisir l'accord imperceptible, ni les distinguer. Sous leurs doigts, de longs fils d'or s'unissent à la laine, et sur leur tissu, elles représentent des scènes héroïques. Pallas, Pallas est le surnom d'Athéna, donc Minerve, chez les Latins. Pallas peint sur le sien le rocher de Mars et la dispute qu'elle eut avec Neptune sur le nom que porterait la ville de Cécrops. Les 12 grands dieux sont assis sur des trônes élevés, ils brillent de tout l'éclat de l'immortalité. Leurs traits indiquent leur rang et leur grandeur. Au milieu d'eux, Jupiter porte sur son front la majesté suprême du monarque de l'univers. Neptune est debout, il frappe le rocher de son trident, et de ses flancs ouverts s'élance un coursier vigoureux. C'est par ce prodige qu'il prétend au droit de nommer cette antique contrée. La déesse se peint elle-même, armée de sa lance et de son bouclier. Le casque brille sur sa tête, et la redoutable égide couvre son torse. De sa lance, elle frappe la terre qui, soudain, produit un olivier riche de son feuillage et de ses fruits. Les dieux admirent son œuvre.
mais afin que sa rivale apprenne, par l'exemple, ce qu'elle doit attendre son audace insensée, elle représente aussi dans les angles de son tissu 4 combats. Les figures sont beaucoup moins grandes, mais chacune a le caractère qui leur est propre, et l'œil les distingue facilement. Ici, la déesse peint Émus, roi de Thrace, et Rhodope, son épouse, qui, dans leur fol orgueil, osèrent prendre les noms de Jupiter et de Junon. Autrefois souverains, ils sont aujourd'hui 2 montagnes. Là, elle représente le destin déplorable de la reine des Pygmées. Elle avait osé défier l'épouse du maître des dieux. Changée en grue, c'est un oiseau, elle est condamnée à faire la guerre à ses sujets. Plus loin, elle trace l'aventure d'Antigone, qui avait eu l'audace de se comparer à Junon. Ni les murs d'Ilion, ni Laomédon, son père, ne purent la garantir du courroux de la déesse. Et changée en cigogne, elle est encore très fière de la blancheur de son plumage. Dans le dernier coin du tissu, on voit le malheureux Cinyras embrassant dans les marges d'un temple ses filles métamorphosées par Junon. Il est étendu sur le marbre et semble baigné de ses pleurs. Minerve borde enfin ce tissu de rameaux d'olivier. Elle termine ainsi son ouvrage en rendant hommage à l'arbre qui lui est consacré. Arachné, de son côté, peint sur sa toile Europe, enlevée par Jupiter. On croirait voir un taureau vivant, une mer véritable. La fille du roi Agénor semble regarder le rivage qui fuit, appeler ses compagnes et craindre de toucher d'un pied timide le flot qui blanchit, gronde et rejaillit à ses côtés. Elle peint Astérie, résistant en vain à l'aigle qui cache Jupiter. Léda, qui sous l'aigne d'un cygne repose dans les bras de ce dieu qui, déguisé en satyre, triomphe d'Antiope et la rend mère de 2 enfants, qui trompe Acmène sous les traits d'Amphitryon, qui devient or avec Danaé, feu pur avec Égine, berger pour Mnémosyne, et qui, serpent, rampe et se glisse aux pieds de la fille de Déo. Et toi, Neptune aussi, elle te peint auprès de la fille d'Éole sous les traits d'un taureau. Tu séduis la mère des Aloïdes sous la figure du fleuve Énipée. Faux bélier, tu trompes Bisaltis. Cheval fougueux, tu triomphes de la déesse des moissons. Mère du cheval ailé, Méduse, aux cheveux de serpent, t'aime sous la forme d'un oiseau. Et Mélanto sous celle d'un dauphin. Elle donne aux personnages, elle donne aux lieux les traits qui leur conviennent. On voit Apollon prendre un habit de paysan, ou le plumage d'un vautour, ou la longue crinière d'un lion. Enfin, sous les traits d'un berger, il séduit Icée, fille de Macarée. Arachné n'a pas oublié Bacchus ni Saturne, qui bondit sous la forme d'un cheval, près de Philyre et engendre le centaure Chiron. L'ouvrage est achevé. La toile est ornée d'une riche bordure, où serpentent en fin feston des tiges de lierre entrelacées de fleurs. Minerve et la jalousie ne trouveraient rien à critiquer. La déesse, furieuse du succès de sa rivale, déchire cette toile, où sont si bien représentées les fautes des dieux. De la navette qu'elle tient encore en main, elle attaque Arachné et 3 fois la frappe au visage. La malheureuse ne peut supporter cet affront. Désespérée, elle se noue un lacet autour du cou et cherche à se pendre. Minerve la prend en pitié et la soutenant en l'air s'écrie. « Vis, lui dit-elle, misérable, vis, mais reste toujours suspendu. N'espère pas que ton sort puisse changer. Tu transmettras de génération en génération ton châtiment à toute ta descendance. » À ces mots, Minerve s'éloigne après avoir aspergé Arachné d'un mélange visqueux d'herbes empoisonnées. Aussitôt, sous l'effet de ce poison redoutable, ses cheveux tombent, son nez et ses oreilles disparaissent, sa tête et toutes les parties de son corps rapetissent. Des doigts minces se collent à ses flancs, à la place des jambes. Tout le reste n'est plus qu'un ventre rond, mais un fil s'en échappe encore. La fileuse est devenue araignée. Elle exerce encore son talent, et des fils qu'elle tire de son ventre, elle continue de tisser sa toile. Livre 6 des Métamorphoses d'Ovide.